Alors effectivement, on voit que dans les regards, à plusieurs moments, on va évaluer, examiner les différentes fonctions, c'est-à-dire la fonction respiratoire, la fonction circulatoire et la fonction neurologique. Pourtant, on ne va pas forcément faire les mêmes gestes d'examen. Donc on a voulu, dans les fiches qui sont toutes nouvelles, c'est-à-dire la fiche sur la fonction respiratoire, sur la fonction circulatoire et sur la fonction neurologique, distinguer trois parties. La première est ce qu'on appelle la recherche. En clair, il consiste à répondre à la question, est-ce que la fonction est présente ou est-ce qu'elle est absente? Pour la fonction respiratoire, est-ce que la victime ventile ou est-ce qu'elle ne ventile pas? Pour la fonction circulatoire, est-ce que les pouls sont présents ou est-ce que les pouls sont absents? Et pour la fonction neurologique, est-ce que la victime répond quand on lui parle et quand on la stimule ou est-ce qu'elle ne répond pas? C'est souvent ce que l'on va rechercher, notamment au cours du deuxième regard. Ensuite, au cours des regards suivants, on va apprécier la fonction. Apprécier la fonction consiste à interroger la victime et avec ce que le secouriste voit, et éventuellement avec ses mains, ce qu'il peut toucher, apprécier et rechercher des signes qui peuvent traduire l'existence d'une anomalie de cette fonction. Et enfin, lorsque l'on aura le temps, c'est de mesurer, lorsque l'on a des moyens de mesurer la fonction, de mesurer cette fonction. La mesure d'une fonction, on le voit, nécessite souvent du temps, et parfois même des appareils. Lorsque l'on est en situation de nombreuses victimes, on n'aura pas forcément le temps de tout mesurer sur chaque victime, notamment si vous avez besoin d'appareils qui ne seront pas forcément disponibles. Cependant, qu'on soit en situation de mono-victime ou en situation de multiples victimes, la réalisation du bilan reste la même. Nous allons rechercher la présence des fonctions, nous allons apprécier ensuite la fonction, nous n'aurons pas le temps de mesurer, mais on sait déjà si, au dire de la victime, ou à ce que l'on constate visuellement, ou j'allais dire, ou avec ses mains, est-ce que la victime présente déjà une détresse que l'on pourrait identifier? Donc, vous voyez que le bilan tel qu'il est proposé fonctionne aussi bien en situation de mono-victime que de multiples victimes, en différenciant pour chaque fonction la recherche, c'est-à-dire la présence ou pas de la fonction, l'appréciation qui se fait au dire de la victime à la vue du secouriste et éventuellement au toucher du secouriste, et la mesure qui met en œuvre souvent des outils qui consistent à mesurer sur une minute ou grâce à des outils des éléments de ces différentes fonctions. Alors, l'évaluation de la douleur était déjà mentionnée dans le bilan, dans les fiches actuelles, mais elle prenait effectivement beaucoup de place, d'autant plus qu'il existe plusieurs moyens d'évaluer la douleur. Vous savez qu'il existe plusieurs échelles, que certaines échelles fonctionnent mieux chez l'adulte et chez l'enfant, et vous voyez que l'on a, notamment chez l'enfant qui ne peut pas s'exprimer, on a introduit une nouvelle forme d'échelle d'évaluation de la douleur qu'on appelle l'échelle de l'hétéro-évaluation, que éventuellement vos autorités médicales ou d'emploi peuvent vous demander d'utiliser, particulièrement si vous intervenez sur des enfants. Donc on a préféré isoler cette fiche et détailler différents types d'échelles qui permettent d'évaluer la douleur, libre ensuite effectivement aux autorités d'emploi, aux autorités médicales, de décider quelle est celle qu'il faut enseigner et quelle est celle qu'il vous faut pratiquer. Mais on n'a pas voulu être limitatif. On savait déjà qu'en fonction des organismes et des associations, les mêmes échelles n'étaient pas utilisées. C'est souvent aussi des habitudes locales. On vous laisse donc la possibilité de garder ces habitudes-là, dans la mesure où effectivement ce sont des échelles qui sont reconnues. Et nous avons d'ailleurs dans cette fiche qui traite donc des échelles de la douleur, de l'évaluation de la douleur, nous avons proposé toutes les échelles qui sont reconnues pour évaluer la douleur. Alors l'ensemble du contenu de la fiche qui consiste à évaluer la douleur est tout à fait conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé telles qu'elles sont actuellement. Alors c'est vrai qu'on parlait déjà de scores, mais on a un petit peu plus développé les scores dans le chapitre sur le bilan actuellement. C'est vrai qu'on voit de plus en plus arriver, notamment en médecine d'urgence, l'usage de scores, notamment de scores de gravité. Pour proposer des scores, il faut d'abord être certain qu'ils ont un intérêt pratique et qu'ils soient scientifiquement reconnus.
Donc on s'est limité à certains scores dans cette fiche, et notamment dans le quatrième regard. Vous retrouvez d'abord les scores qui permettent d'évaluer le niveau de conscience. On a utilisé les plus courants et les plus connus. Le score le plus connu, c'est un des scores qui est utilisé notamment par les anglo-saxons, que l'on appelle le score AVPU, mais c'est un score qui existe depuis longtemps aussi en France, notamment en anesthésie, qui consiste à évaluer le niveau de réactivité de la victime en fonction de la stimulation verbale, puis une stimulation qui est plutôt physique. Et c'est ce que l'on pourrait appeler en français le VDA, qui correspond à AVPU à peu près. Deuxièmement, déjà on sait que certaines équipes utilisent le score de Glasgow. Le score de Glasgow est un score un petit peu plus complexe, mais qui a aussi autant de valeurs. Et les équipes qui utilisent couramment le score de Glasgow peuvent naturellement continuer à l'utiliser. C'est pour ça qu'on a proposé aussi le score de Glasgow dans l'évaluation du niveau de conscience. Maintenant, libre à vos autorités d'emploi ou vos autorités médicales de choisir quel est le score qui pour vous est le plus approprié. On voit aussi apparaître le score dans la recherche d'accident vasculaire cérébral. Lorsque l'on prend en charge un accident vasculaire cérébral, le délai d'intervention et le délai de traitement est un élément le plus important. Il faut le repérer rapidement et permettre à ce que le patient soit traité le plus rapidement possible si l'on veut diminuer la mortalité, diminuer la morbidité et améliorer l'état du patient. Lorsque l'on suspecte un accident vasculaire cérébral, la réalisation de score permet d'évaluer plus rapidement cette probabilité et surtout de pouvoir transmettre un bilan à la régulation qui est plus juste, et même mieux de pouvoir, dans le cadre d'une conférence à 3 téléphonique, notamment avec un service de neurologie, de permettre de mieux apprécier l'état de gravité et surtout le diagnostic d'accident vasculaire cérébral de la victime, et par là même de lui permettre un traitement et un accès à une filière de soins beaucoup plus rapidement et avec un pronostic qui sera meilleur. D'où l'intérêt d'utiliser ces scores. Les scores le plus connu, mais qui est plutôt destiné au grand public, c'est ce qu'on appelle le score FAST. On propose plutôt, nous, un FAST, disons, amélioré. Il existe d'autres scores qui ont fait preuve de leur efficacité, notamment le Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale, qu'on appelle souvent le CPSS, ou le Los Angeles Pre-Hospital Stroke Scale, qui est le LAPS, qui lui a l'avantage d'introduire aussi la glycémie dans la mesure de ce score. Ce sont des scores aussi qui peuvent être utilisés dans le cadre du diagnostic de l'accident vasculaire cérébral, ou en tout cas dans la prise en charge d'une victime qui est suspecte d'un accident vasculaire cérébral. Alors pourquoi on n'a pas placé la mesure donc, dans ce qu'on appelle le troisième regard? Déjà par simplicité, pour bien identifier les différentes étapes. Je rappelle que le bilan doit aussi bien fonctionner dans une situation de nombreuses victimes qu'une situation de monovictime. De fait, si l'on avait placé la mesure des paramètres vitaux au troisième regard, on imposait que sur chaque victime, on réalise ces mesures, ce qui n'est pas possible en situation de multiples victimes. Le fait de l'avoir mis en quatrième regard permet de réaliser le troisième regard sans effectuer des mesures, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra retarder la mesure. En effet, n'oublions pas que les secouristes travaillent la plupart du temps en équipe, et que souvent un secouriste est chargé d'examiner la victime, de l'interroger, de rechercher ses antécédents, alors qu'un deuxième équipier va plutôt être chargé de réaliser la mesure des paramètres physiologiques. Donc, on peut déjà faire du quatrième regard en même temps que l'on fait du troisième. Naturellement, et particulièrement aussi chez les secouristes, j'allais dire, qui ont de l'expérience, et cela fait d'ailleurs plutôt, à mon avis, l'objet de la formation continue, on peut envisager que dès que l'on détecte une détresse particulière, par exemple une détresse circulatoire, très rapidement on mesure la fréquence respiratoire et on mesure la pression artérielle. Ce n'est pas antinomique avec ce que l'on a écrit. Donc, par simplicité, de façon à ce qu'on puisse utiliser ce système que l'on a mis en place de regard dans le bilan, aussi bien pour une situation à unique victime que de multiples victimes, et par le fait aussi que l'on travaille en équipe, effectivement, la mesure des paramètres physiologiques peut être, même si elle est au quatrième regard, réalisée très tôt dans la prise en charge de la victime. Alors, dans les recommandations qui étaient actuelles, nous avions effectivement, et on avait rajouté la possibilité, notamment pour les secouristes, de palper les victimes, chose qui ne se faisait pas à l'époque.
c'est vrai que la palpation peut amener des éléments qui sont intéressants, particulièrement aussi pour le médecin régulateur. Cependant, il faut toujours, lorsque l'on établit une recommandation, mesurer quels sont les bénéfices, mais aussi quels sont les risques. Il s'avère que, particulièrement pour le bassin, les fractures, notamment postérieures du bassin, ont un risque majeur d'hémorragie, notamment d'hémorragie interne. Et cette hémorragie interne, elle est surtout provoquée par l'écartement des ailes du bassin. Et l'on a effectivement une crainte qui est celle de l'examen par palpation du bassin, et que cet examen par palpation entraîne une mobilisation des ailes du bassin et de fait risque d'aggraver une hémorragie interne. C'est pour ça que l'on a limité l'usage de la palpation dans ce cas-là, et que l'on recommande de ne pas effectuer de palpation du bassin lorsque la victime présente des douleurs abdominales, particulièrement des douleurs abdominales basses, et en plus présente des signes de détresse circulatoire. Il faut penser naturellement au traumatisme du bassin et mettre en place les gestes de premier secours nécessaires. La surveillance est un élément essentiel aussi du bilan, elle fait partie intégrante du bilan. En fait, quand on envisage le bilan en fonction des regards, le bilan ne se fait pas de façon verticale, c'est-à-dire de haut en bas. C'est plutôt, en fait, il faut concevoir quelque chose comme plutôt une ellipse. Je recherche un élément, s'il est anormal, je commence à le traiter, puis je vérifie si c'est efficace, puis je passe à l'étape suivante. Donc, on a quelque chose qui monte et qui descend. Donc, en permanence, il faut vérifier si ce que l'on a fait a fonctionné, si l'on a une amélioration de l'état de la victime ou éventuellement une aggravation, ou parfois c'est quelque chose qui est apparu alors qu'on ne l'avait pas vu la première fois qu'on l'a recherché. Donc le bilan est toujours quelque chose qui se fait un petit peu comme un ascenseur qui monte et qui descend, et donc tout ceci finalement montre que la surveillance est intégrée complètement à l'intérieur du bilan. On pourrait même dire que la surveillance, elle débute dès que le bilan commence. Et en permanence, il faut avoir dans l'idée que un état grave peut apparaître brutalement, votre victime peut brutalement passer un arrêt circulatoire ou un arrêt cardiaque, auquel cas il faut le repérer immédiatement. Donc la surveillance, bien sûr, doit porter essentiellement sur les grandes fonctions, parce que c'est là que les grands signes de détresse apparaissent, et doit être débutée dès que l'on a terminé l'évaluation d'une fonction. J'évalue une fonction, je commence à la traiter, je la surveille immédiatement. J'évalue une autre fonction, je commence à la traiter, j'évalue systématiquement.